Peu de légendes du rock ont mené une existence aussi audacieuse et tumultueuse que Mick Jagger. De son rôle emblématique de leader des Rolling Stones et co-auteur de certains des plus grands hymnes du rock, à celui de père de 8 enfants nés de 5 femmes, la vie de Jagger est une saga de scandales et de surprises. Derrière ses performances électrisantes se cache un homme qui a jonglé pendant des décennies avec la célébrité, les dépendances, des relations complexes et des décisions qui ont souvent choqué fans et membres du groupe. Aujourd'hui, après plus de 60 ans sur scène et 81 ans de vie, Jagger lève enfin le voile sur des vérités longtemps pressenties mais rarement exprimées. Plongeons dans le parcours extraordinaire de cet homme qui a redéfini la musique et qui révèle à présent ce qu'il a vraiment façonné. Émergence de Dartford, les racines du mythe. Né le 26 juillet 1943 dans la modeste ville anglaise de Dartford, dans le Kent, Michael Philip Jagger a vu le jour sous un ciel d'incertitude. La Seconde Guerre mondiale faisait encore rage, projetant des ombres d'anxiété et de résilience sur la Grande-Bretagne. Son père, Basil Joe Jagger, incarnait la discipline et la structure, travaillant comme professeur d'éducation physique et s'étant distingué en introduisant le basket-ball dans les écoles britanniques. Sa mère, Eva Ansley Marie, apportait chaleur et vitalité au foyer. Ancienne coiffeuse, elle portait en elle l'esprit audacieux de sa ville natale, Sydney en Australie, ainsi qu'une passion pour la politique conservatrice qui, à sa manière, allait façonner la vision du monde de son fils. Ensemble, ils offrirent au jeune Mick et à son frère cadet Chris un équilibre entre fermeté et curiosité. Dès ses premières années, la musique sembla s'infuser naturellement dans la vie de Jagger. Contrairement à nombre de ses contemporains issus de familles de musiciens, l'attirance de Mick pour le son venait de lui-même. Enfant, il rejoignit la chorale de l'église locale, non par obligation, mais par amour du chant. Qu'il s'agisse d'un hymne ou d'un air populaire grésillant à la radio familiale, Mick absorbait tout. La BBC, avec sa programmation formelle, et Radio Luxembourg, au répertoire plus audacieux fait de R&B américain, devinrent ses professeurs informels. Il n'écoutait pas simplement, il étudiait, imitait, rêvait. Septembre 1950 marqua un moment clé lorsque Mick, âgé de 6 ans, entra à l'école primaire de Wentworth. C'est là qu'il rencontra Keith Richards, un camarade qui partageait sa fascination grandissante pour la musique. Leur amitié fut immédiate, nourrie par des intérêts communs et les joies simples de l'enfance. Ensemble, ils jouaient et parlaient de la musique qui les enthousiasmait. Mais la vie en décida autrement. En 1954, lorsque Mick avait 11 ans, les Jagger déménagèrent à Wilmington, rompant ce lien précoce. Les deux garçons suivirent alors des chemins séparés. Mick se plongea dans ses études au Dartford Grammar School, où il excella, mu par l'ambition et sans doute aussi par les attentes placées en lui. Durant toute sa scolarité, Jagger jongla entre deux mondes. D'un côté, il était l'élève appliqué, décrochant 7 O-level et 2 A-level, se préparant à une carrière conventionnelle. De l'autre, il entretenait en secret sa passion musicale. À la fin des années 1950, adolescent, il forma un petit groupe de garage avec son ami Dick Taylor. Il reprenait des morceaux de Muddy Waters, Little Richard, Chuck Berry et d'autres héros du blues américain dont il traquait les disques avec un zèle quasi missionnaire. Pour eux, ces chansons n'étaient pas de simples airs, elles étaient des passerelles vers un autre monde fait d'émotions brutes, de rébellion et d'authenticité. Le véritable tournant survint le 17 octobre 1961. Ce matin-là, sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford, Jagger aperçut un visage familier, Keith Richards. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, mais la connexion fut instantanée. Mick tenait sous le bras quelques disques précieux, parmi eux des albums de Chuck Berry et de Muddy Waters. Les yeux de Keith s'illuminèrent. Cette rencontre fortuite n'était pas qu'une réunion d'anciens camarades, c'était le réveil d'un partenariat musical qui allait bientôt bouleverser l'histoire du rock. Dans les semaines suivantes, Mick et Keith commencèrent à se voir régulièrement. Ils écoutaient, jouaient, rêvaient. Rapidement, ils reformèrent un groupe avec Dick Taylor, rejoint par Alan Etrington et Bob Beckwith pour fonder The Blues Boys. Ils répétèrent sans relâche, cherchant à maîtriser le son brut et chargé d'âme du blues de Chicago qu'ils admiraient tant. Alors que d'autres adolescents de leur âge se contentaient de balles scolaires ou de matchs de football, Jagger poursuivait autre chose. Un son, une émotion, un appel. En parallèle, il poursuivait ses études à la London School of Economics, ayant obtenu une bourse gouvernementale grâce à ses excellents résultats scolaires. Il y étudia la finance et la comptabilité, et pendant un moment, il sembla qu'il pourrait suivre une voie très différente, peut-être vers le journalisme, la politique ou les affaires.
Jagger a d'ailleurs reconnu plus tard avoir sérieusement envisagé ces options. Il a même réfléchi au fait qu'une carrière en politique aurait pu ressembler à celle d'une pop star, compte tenu du charisme et de la mise en scène publique que les deux exigeaient. Mais aucun amphithéâtre ne pouvait rivaliser avec l'attrait du blues, et aucun manuel ne pouvait capturer l'excitation d'un nouveau riff ou d'une nouvelle parole partagée avec Case. À l'approche de 1962, leurs répétitions informelles et leurs petits concerts avec The Blues Boys ouvrirent la voie à une ambition plus grande. Le trio rejoignit bientôt Brian Jones et Ian Stewart, et ce qui avait commencé comme des sessions improvisées se transforma en quelque chose d'électrique. Les Rolling Stones étaient nés, non pas d'un plan grandiose, mais de la passion et de l'audace de jeunes hommes à la poursuite d'un son qui allait bientôt captiver le monde. Conquête du monde, l'ascension, les pertes et les scandales des Rolling Stones. Le parcours des Rolling Stones, de jeunes espoirs londoniens mal dégrossis à icônes mondiales du rock, est autant une histoire de musique que de défis, de tragédie et de survie. Tout commença le 12 juillet 1962 au Marquee Club sur Oxford Street. Ce soir-là, ils ne s'appelaient pas encore The Rolling Stones, mais The Rolling Stones, un nom emprunté à une chanson de Muddy Waters qui traduisait leur profonde admiration pour le blues américain. Leur matériel était bricolé, en grande partie emprunté à des amis comme Alexis Cornet de Blues Incorporated. Ce qui leur manquait en ressources, ils le compensaient par une énergie brute. La formation comptait Mick Jagger au chant, Keith Richards et Brian Jones à la guitare, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory, et non Tony Chapman, comme souvent rapporté, à la batterie. Le cachet était dérisoire, mais une graine avait été plantée. En 1963, la rumeur de leur concert rugueux et électrisant s'était répandue. Cette année-là, les Stones obtinrent une résidence de 5 mois au Crawdaddy Club, et non l'Ilpi Island Hotel, un haut lieu bohème sur la Tamise. Cette résidence affina leur son et resserra leurs liens en tant que groupe. À cette époque, un jeune manager nommé Andrew Loog Oldham entra en scène. À peine dans la vingtaine, Oldham voyait les Stones non seulement comme un groupe, mais comme une marque. Il façonna leur image en opposition aux Beatles, plus durs, plus dangereux, moins polissés. Mais la plus grande contribution d'Oldham fut de pousser Mick Jagger et Keith Richards à écrire leurs propres chansons. Réticents au début, ils libérèrent rapidement un partenariat d'écriture qui allait définir le rock pour des décennies. Leurs premiers titres originaux, The Last Time en 1965, puis le sismique, I Can Get No, Satisfaction, les distinguèrent. Satisfaction captura la frustration de la jeunesse dans un monde en mutation avec son riff saturé et ses paroles moqueuses. La chanson atteignit la première place aux États-Unis et au Royaume-Uni, consolidant l'image des Stones comme des rebelles à guitare. D'autres succès suivirent, Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend Night Together, des chansons devenues des hymnes pour une génération avide de briser les conventions. Mais avec la célébrité vint la surveillance. En 1967, une série d'articles pointa du doigt le mode de vie débridé des stars de la pop, plaçant les Stones au centre de la controverse. Le premier article visait Donovan, mais le second s'attaqua aux Stones. Il affirma avoir vu Mick Jagger consommer de la drogue dans un club, même si l'on découvrit plus tard que le journaliste avait confondu Brian Jones avec Mick. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. La police fit une descente au domaine Redland de Keith Richards. Jagger et Richards eurent des ennuis judiciaires pour ce qui était considéré comme des délits mineurs, suscitant la sympathie du public et alimentant le débat sur l'équité du traitement des célébrités. Leurs peines, 3 mois pour Jagger et 1 an pour Richards, furent sévères, perçus comme un avertissement adressé à la contre-culture. Le tollé fut immédiat. Même le Times, sous la direction conservatrice de William Rees-Mogg, prit leur défense en publiant un éditorial resté célèbre, Who Break a Butterfly on a Wheel? En appel, les peines furent réduites, mais la réputation des Stones comme hors-la-loi était scellée. Puis vint une tragédie plus intime. Brian Jones, le brillant multi-instrumentiste qui avait cofondé le groupe et lui avait donné son nom, se désintégrait. Ses problèmes personnels et judiciaires rendaient difficile sa participation aux projets internationaux du groupe, l'isolant de plus en plus. En juin 1969, la situation devint insupportable. Jagger, Richards et le batteur Charlie Watts rendirent visite à Jones dans sa maison du Sussex, Coachford Farm. Brian accepta de quitter le groupe. Il fut remplacé par le jeune et talentueux guitariste Mick Taylor. Moins d'un mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian Jones disparut tragiquement chez lui. Un choc pour le groupe. Il avait 27 ans. Cette perte ébranla profondément les Stones. 2 jours plus tard,
il devait donner un grand concert gratuit à Hyde Park, un spectacle qui prit alors des allures de commémoration. Vêtu de blanc, Jagger monta sur scène et lut des extraits des Adonais, l'élégie de Percy Bysshe Shelley pour John Keats. Puis, alors que des milliers de papillons étaient relâchés dans le ciel, le groupe entama son set. Des morceaux comme Honky Tonk Women, sortis la veille, résonnèrent dans le parc, mêlant le chagrin à l'hommage. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Le 6 décembre 1969, lors de l'Altamont Free Concert en Californie, ce qui devait être un Woodstock de la côte ouest tourna au chaos. Les Stones, portés par le succès de Let It Bleed, avaient recruté des membres du club de motards Hell Angels pour assurer la sécurité. Celle-ci fut gérée par un groupe mal préparé à l'ampleur de l'événement, et la tension dégénéra. L'atmosphère était lourde dès l'arrivée de Jagger, qui fut frappé au visage par un fan avant même de rejoindre la scène. La nuit tombée, pendant Under My Thumb, une altercation près de la scène tourna au drame, jetant une ombre sur ce qui devait être une célébration musicale. Les Stones, inconscients de toute l'horreur qui se déroulait, continuèrent à jouer, craignant qu'arrêter ne déclenche une émeute. Ces événements tragiques furent immortalisés dans le film Jim Shelter, les inscrivant à jamais dans l'histoire du groupe. Jagger avoua plus tard avoir eu une peur bleue ce soir-là, hanté par la proximité du danger. La presse accabla le groupe pour les décisions qui avaient mené à la catastrophe. Ce qui devait couronner les années 60 comme un triomphe de paix et de musique devint au contraire un sombre symbole de la face cachée de cette époque. À travers tout cela, les Rolling Stones ont tenu bon, meurtris, assagis mais pas brisés. Leur légende grandit non seulement grâce à leur musique, mais aussi parce qu'ils avaient traversé le feu et poursuivi leur route, conquérant le monde un scandale, une perte, une chanson rebelle à la fois. Les années 1980 et l'effondrement des Glee-Métois. Pendant une grande partie des années 1970, malgré les turbulences, le partenariat Jagger-Richards enchaîna les succès, Sticky Fingé, Exilons Mincein, Some Girls. Mais à l'aube des années 1980, les fissures s'élargirent. MTV bouleversa le monde musical, et la soif d'expérimentation de Jagger entra en conflit avec l'attachement de Richards aux racines des Stones. Lorsque Jagger lança sa carrière solo avec She's the Boss en 1985, puis Primitive Cool, Richards se sentit abandonné. Leur album de 1986, Dirty Work, refléta cette rupture. Un disque décousu où le groupe enregistra souvent séparément. Richards se moqua de Jagger en le surnommant Brenda et Her Majesty, des piques contre ce qu'il percevait comme un ego démesuré et un comportement de diva. Les mémoires de Richards, Life, n'épargnèrent pas Jagger, décrivant leur relation comme tendue depuis des décennies et l'accusant d'avoir laissé la célébrité lui monter à la tête. Mais Jagger n'était pas non plus sans responsabilité dans l'alimentation de ces tensions. En acceptant un anoblissement en 2003, que Richards critiqua ouvertement comme incompatible avec leur image de rebelle, il creusa encore le fossé. Pourtant, derrière les pics publics, subsistait un lien complexe que ni l'un ni l'autre ne pouvait rompre. Comme le dit Richards, ils n'étaient plus amis, mais des frères, à jamais liés par la musique, l'histoire et le poids de tout ce qu'ils avaient construit. Le père, l'amant, l'homme derrière le mythe. Pendant des décennies, la présence assurée de Mick Jagger sur scène, son charme magnétique et son énergie inépuisable ont défini ce que signifiait être une rockstar. Mais derrière les lumières éclatantes, les foules en délire et les riffs iconiques se cachait un homme dont la vie personnelle fut souvent aussi chaotique et turbulente que ses performances les plus déchaînées. Mick Jagger, malgré sa gloire et sa fortune, a mené une existence marquée par des relations complexes, des pertes déchirantes et le rôle discret, souvent méconnu, de père, qu'il a façonné d'une manière que peu de gens comprennent réellement. La première véritable histoire d'amour de Jagger remonte au milieu des années 1960 lorsqu'il tomba amoureux de Marianne Faithfull, la chanteuse et actrice éthérée qui devint à la fois sa muse et sa partenaire pendant certaines des années les plus créatives des Stones. Ensemble, ils incarnaient les excès et la beauté de la scène londonienne des 60s. Mais leur relation, intense et passionnée, fut marquée par la tragédie. En 1969, Faithfull tomba enceinte de Jagger, d'une fille qu'il prévoyait d'appeler Corinna. La joie fut de courte durée. Ils vécurent une perte extrêmement douloureuse à cette époque, ce qui constitua un tournant dans leur relation. Faithfull se souvint plus tard de cette période, expliquant comment chacun avait fait face. Elle s'enfonça dans ses propres démons tandis que Jagger se plongea dans le travail, peut-être pour gérer leur chagrin commun. Cette perte annonçait déjà l'instabilité qui entrait nombre de ses relations futures. En 1970, Jagger entama une liaison avec Marsha Hunt, la chanteuse et actrice américaine au charme saisissant, bien qu'elle fût mariée à l'époque.
Leur relation fut brève mais importante. En novembre de la même année, Marsha donna naissance à Carrie Jagger, le premier enfant de Mick. La relation prit fin, mais Carrie resta un point d'ancrage discret dans la vie de Mick, une fille qu'il soutint, même si ses aventures amoureuses continuaient à faire les gros titres. Puis vint Bianca Pérez Mora Macias, la mondaine nicaraguayenne glamour, qui devint Madame Mick Jagger lors d'un somptueux mariage en 1971 à Saint-Tropez. Leur union sembla promettre un temps la stabilité. Ensemble, ils accueillirent Jade Jagger en octobre 1971. Mais la célébrité, la tentation et le rythme effréné des tournées de Mick eurent raison de leur couple. Bianca, farouchement indépendante et refusant ses infidélités, demanda le divorce en 1978, citant ses innombrables liaisons comme cause de rupture. Bianca déclara plus tard que son mariage s'était terminé le jour même où il avait commencé, un constat brutal sur le prix à payer pour s'unir au plus célèbre des séducteurs du rock. Sans perdre de temps, le cœur de Jagger et d'autres appétits trouvèrent une nouvelle partenaire en Jerry Hall. La mannequin texane à la chevelure ensoleillée devint sa compagne la plus durable des 2 décennies suivantes. Leur relation débuta en 1977, et bien qu'ils ne l'officialisèrent que lors d'une cérémonie à Bali en 1990, ultérieurement jugée invalide, leur union donna naissance à 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia et Gabriel. Mais même Jerry, avec toute sa grâce et sa patience, ne put supporter les infidélités de Mick. Sa liaison avec la mannequin et animatrice brésilienne Luciana Gimenez, morade à la fin des années 1990 aboutit à la naissance de son enfant Lucas. Cette révélation brisa le reste de son union avec Jerry, et en 1999, leur relation, comme tant d'autres avant elle, s'effondra. Peut-être la douleur la plus profonde et la plus intime de la vie de Jagger survint beaucoup plus tard, en 2014. En tournée en Australie, il apprit la disparition soudaine et tragique de sa compagne de longue date, la styliste Lauren Scott. Lauren, élégante, créative et d'une grande discrétion, avait été à ses côtés pendant plus de 10 ans, lui apportant un soutien silencieux que Mick connaissait rarement. Cette perte fut un choc immense. Pour une fois, le leader d'ordinaire si réservé montra une vulnérabilité rare, exprimant publiquement sa peine et son désarroi dans un message sincère. De cette obscurité naquit un chapitre plus apaisé. Mick trouva du réconfort et un nouveau sens avec la danseuse de ballet américaine Melanie Hamrick, avec qui il accueillit son enfant Devro en 2016. Jagger, alors âgé de 73 ans, se retrouva en terrain inconnu, un père vieillissant, apprenant à élever un jeune enfant, tout en réfléchissant à son parcours. À 80 ans, Jagger avoua en interview que la paternité à ce stade lui semblait étrange. Il reconnut se sentir hors d'entraînement, expliquant que son approche était plus détendue, laisser faire, comme il le disait, mais qu'il était déterminé à soutenir et encourager le chemin unique de son fils. Accepter la vérité, réflexion d'une icône. À 81 ans, Mick Jagger a commencé à livrer des réflexions qui font tomber le masque de la légende du rock intouchable. Dans de récentes interviews, il a parlé franchement des réalités derrière la célébrité. Jagger admet qu'être une rockstar, malgré ses sensations fortes, l'a souvent laissé intellectuellement inassouvi. Il a décrit ce rôle comme peu exigeant sur le plan intellectuel et a confessé que dans sa jeunesse, il avait sérieusement envisagé de devenir enseignant ou journaliste. Des voies qui, selon lui aurait peut-être apporté un autre type d'accomplissement. Sa fascination précoce pour l'écriture et la politique était authentique, et il lui arrive de se demander comment sa vie aurait évolué s'il les avait poursuivis. Jagger a également évoqué le coût émotionnel du personnage qu'il s'était construit. Les tournées incessantes, aussi grisantes fussent-elles sur scène, l'ont souvent laissé isolé. Il a parlé sans détour de moments de profonde solitude, notamment lors de longues absences loin de sa famille et de ses amis. Sa relation avec Keith Richards, bien qu'emblématique, reflète le prix de leur succès commun. Jagger reconnaît la rivalité qui par moments est devenue amère. Les années ont apporté des affrontements autour du contrôle, de la vision et de l'ego, des conflits qui ont mis à l'épreuve le lien né sur un quai de gare à Dartford. Pourtant, malgré les tensions, Jagger admet que leur connexion musicale les a toujours ramenés l'un vers l'autre, plus forte que les mots. Aujourd'hui, Jagger considère différemment sa place sur scène. La soif de domination s'est apaisée, remplacée par le désir de créer et de partager. Son travail récent sur Hackney Diamonds, aux côtés d'artistes comme Lady Gaga et Paul McCartney, reflète ce changement de perspective. Non plus prouver, mais transmettre. Jagger plaisante à propos de l'idée de tournée posthume, où la technologie pourrait un jour permettre aux Stones de continuer à jouer après sa disparition.
L'histoire de Mick Jagger est faite de talent, de tourments et de transformations. Après toutes ces décennies, quelle est votre chanson ou votre moment préféré des Rolling Stones? Partagez-le en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires extraordinaires du monde de la musique.